OK, parfait. Donc, maintenant, on est rendu à parler de la photosynthèse. Yay, ça marche. OK, donc, la photosynthèse. La raison pourquoi on parle de la photosynthèse, c'est à cause du fait, peut-être juste avoir l'écran un petit peu plus clair, c'est à cause du fait que les processus métaboliques que l'on est en train de regarder ou qu'on a vu jusqu'à présent, c'est des processus métaboliques qui vont utiliser le glucose pour pouvoir faire de l'énergie à l'aide de la respiration cellulaire qui est aérobie ou la respiration cellulaire anaérobie ou la fermentation. Donc, on a besoin, pour pouvoir faire ces processus métaboliques qui génèrent de l'énergie, on a besoin de glucose, qui est une molécule qui est organique et qui possède beaucoup d'énergie potentielle. Mais d'où vient cette molécule? Cette molécule, naturellement, elle vient des producteurs, qui, eux, sont les plantes, qui, eux, permettent d'alimenter toute la chaîne alimentaire sur la Terre. Je vais vous laisser écrire. Il manque un mot. On ne voit pas. OK, donc, vous avez vu ça en 9e, ça, c'est les niveaux trophiques. On sait que sur la planète Terre, on a des organismes vivants et on peut les mettre selon différents niveaux trophiques. Les producteurs sont les plantes, c'est celles qui permettent de faire la photosynthèse, qui, eux, sont en bas de la chaîne de la pyramide des niveaux trophiques parce que c'est eux qui vont posséder la plus grande quantité d'énergie potentielle. Donc, quand on parle des niveaux trophiques et de cette pyramide-là, on est en train de parler de l'énergie potentielle que possèdent ces organismes. Les producteurs possèdent plus d'énergie potentielle. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ont beaucoup plus de molécules organiques qui sont riches en énergie, qui est le glucose, parce que c'est eux qui les produisent. C'est pour ça qu'on appelle ça des producteurs. Naturellement, les plantes, elles, vont produire cette énergie pour s'alimenter eux-mêmes et pour leur propre survie, mais ça a fait en sorte que d'autres organismes ont pu apparaître et évoluer qui, eux, ne pouvaient pas produire leur propre source de glucose, donc propre source de molécules à haut potentiel énergétique, pour faire de l'ATP. Et ces organismes-là ont évolué pour être capables de s'alimenter, de se nourrir de ces producteurs pour y arriver. Naturellement, les consommateurs primaires, qui sont eux juste au-dessus des producteurs, vont posséder un petit peu moins d'énergie potentielle dans leur biomasse, donc dans les organismes qui composent ce groupe-là. Et ça, c'est normal, parce qu'eux, ils prennent une partie de leur énergie potentielle des molécules organiques comme le glucose, qui sont produites par les producteurs. Et naturellement, plus que tu montes dans ta chaîne alimentaire, moins que ce groupe d'organismes-là va posséder de l'énergie potentielle dans leur biomasse, parce que naturellement, ils utilisent l'énergie potentielle qui vient de celui-là juste en dessous. Les composeurs, eux, on les sort de cette catégorie-là, parce que les composeurs, eux, sont capables d'aller puiser leur source d'énergie dans tous les niveaux de la chaîne alimentaire. La raison pourquoi je parle de ça, c'est pour vraiment parler et montrer l'importance du processus de la photosynthèse pour pouvoir permettre la vie. Parce que la photosynthèse alimente non seulement les processus cataboliques qui produisent de l'énergie chez les producteurs, mais aussi chez tous les organismes vivants sur la Terre. Donc, sans photosynthèse, il n'y aurait pas de vie sur la Terre, parce qu'on a besoin de cette photosynthèse pour convertir l'énergie lumineuse en une énergie qui est chimique. Avant de commencer à parler de la photosynthèse, j'aimerais faire un petit retour sur ce que c'est, dans le fond, une feuille ou une plante, juste parce qu'il va y avoir certaines terminologies que je vais utiliser et certaines connaissances de son anatomie de la feuille pour être capable de comprendre le processus de la photosynthèse. Donc, voici une coupe transversale d'une feuille. C'est-à-dire, si tu prends une feuille et tu la coupes comme ça, on peut voir les différents niveaux de structure au microscope de cette feuille-ci. Les feuilles sont recouvertes d'une cuticule cireuse, qui est faite de cire, à la surface de la feuille. C'est pour ça que si vous prenez une feuille d'une plante et que vous regardez le dessus de la feuille, vous allez voir que le dessus de la feuille va être très reluisant et très brillant. Ça, c'est à cause de cette cuticule cireuse. Si vous prenez de l'eau et vous mettez de l'eau sur cette feuille-là,
l'eau va couler de la feuille et ne va pas se rentrer à l'intérieur de la feuille. Parce que la cuticule cireuse, c'est faite de cire. Et comme on a vu à l'unité 1, la cire, c'était un des lipides qui existent comme macromolécules. Et les lipides, comme on a vu, on sait qu'ils sont hydrophobes. Ça veut dire que la cuticule cireuse, le fait qu'elle est faite d'une cire qui est un lipide, fait en sorte que l'eau ne peut pas passer à travers. Maintenant, l'objectif, ce n'est pas d'empêcher l'eau de rentrer dans la feuille. L'objectif, c'est d'empêcher l'eau de sortir de la feuille par évaporation. Puis on va voir pourquoi plus tard dans ces diapositives. En dessous de la cuticule cireuse, tu as les cellules qui produisent naturellement cette cuticule cireuse, qui sont les cellules de l'épiderme supérieur. Donc, on sait que tous les organismes sur la Terre sont faits de plusieurs couches de cellules, l'épiderme, le mésoderme puis l'endoderme. L'épiderme, c'est toujours les couches qui sont extérieures, le mésoderme, c'est entre les deux, puis l'endoderme, c'est les couches intérieures. Et donc, ici, la couche extérieure, que ce soit la couche supérieure de la feuille ou inférieure de la feuille, ça va être fait de cellules épithéliales. Donc, on a les cellules épithéliales supérieures et les cellules épithéliales qui sont inférieures. En dessous des cellules épithéliales qui sont supérieures, on a les cellules du parenchyme palisadique, qui, eux, sont des cellules, on peut aussi les appeler les cellules palisadiques, qui, eux, sont quand même, ont la forme caractéristique d'une cellule végétale, donc c'est très rectangulaire. Et ça va contenir beaucoup de petits points verts qui sont ce qu'on appelle des chloroplastes. Et c'est là où se fait la majorité de la photosynthèse. C'est logique que les chloroplastes, la majorité des cellules qui contiennent les chloroplastes soient sur cette partie de la cellule, en dessous des cellules de l'épiderme supérieur, parce qu'une feuille va toujours être orientée avec le dessus de la feuille qui fait face au soleil. Puis on sait que l'énergie lumineuse du soleil, quand elle frappe la feuille, elle va passer à travers la cuticule, les cellules de l'épiderme supérieur, et l'énergie va se rendre jusqu'à ces cellules-là, où c'est là que la photosynthèse peut se faire le plus efficacement. Si on regarde en dessous de ces cellules-là, qui sont toutes très compactes, remarquez que ce n'est pas super clair à voir, mais toutes les cellules sont vraiment proches et rapprochées les unes des autres. En dessous, c'est plus difficile à voir ici. On a des cellules qui sont moins rectangulaires, qui sont plus rondes et qui ont beaucoup plus d'espace entre. Ici, c'est un espace vide. Ici, c'est un espace vide. Ici aussi. Et on appelle ces espaces vides des lacunes. Une lacune, c'est un manque de quelque chose. Ici, c'est juste pour exprimer le fait que c'est un espace vide où il n'y a pas de cellules. Mais non, je ne dis pas vide à 100% vide. C'est juste qu'il n'y a pas de cellules qui se retrouvent là. Par contre, dans cet espace-là, on va retrouver des gaz atmosphériques, on va retrouver du CO2 et de l'oxygène. À cause de ces espaces-là, entre les cellules de ces cellules-ci, on va appeler ça les cellules du parenchyme lacuneux. Et c'est un espace où il va y avoir moins de photosynthèse qui vont se faire. Il y a quand même des chloroplastes qu'on peut retrouver ici, dans ces cellules-ci. Mais c'est là où il va y avoir beaucoup plus d'échanges gazeux entre l'atmosphère et l'intérieur de la feuille. Parce que, comme vous savez, la photosynthèse, elle utilise du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Donc, il faut que le dioxyde de carbone trouve une façon de rentrer à l'intérieur de la feuille et rentrer dans les cellules de la feuille pour pouvoir faire la photosynthèse. Et la photosynthèse produit de l'oxygène. Donc, il doit y avoir un endroit où l'oxygène produit peut se rendre pour éventuellement sortir de la feuille. En dessous de ce parenchyme lacuneux, ou le mésophile lacuneux, on a les cellules épithéliales inférieures qui, elles, ne sont pas recouvertes d'une cuticule. C'est-à-dire, si tu prends une feuille puis que tu l'inverses, en dessous, c'est pas brillant. C'est mat. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de cire sur cette partie-là. Pourquoi il n'y a pas de cire? Parce que, dans le fond, c'est pas la surface qui est exposée au soleil. Donc, c'est celle qui est la moins probable d'avoir de l'évaporation à cause du soleil. En dessous, et sur cette couche-là, on va retrouver des cellules qu'on appelle des cellules de garde qui, elles, entourent des ouvertures qu'on appelle des stomates. Les cellules de garde permettent aux stomates de s'ouvrir et de se fermer, dépendant de la chaleur qu'il y a et du risque de déshydratation de la feuille. Il fait très chaud et il y a un très grand risque de déshydratation, donc l'eau qui sort par évaporation par ces trous-là en dessous de la feuille, les cellules de garde se ferment, ce qui ferme les stomates. S'il n'y a pas un très grand risque,
les stomates vont rester ouvertes parce qu'on a besoin d'avoir le gaz qui rentre dans les lacunes, donc le CO2 qui rentre dans les lacunes, et il faut que l'oxygène sorte des lacunes pour permettre les échanges gazeux. Pas les lacunes, mais les stomates, pour permettre les échanges gazeux. Et s'ils sont fermés, ça ne permet pas les échanges gazeux. Je vais parler de ça un petit peu plus tard quand je vais parler de la photorespiration, donc à la fin de la photosynthèse, et aussi quelles sont les adaptations des plantes pour essayer de optimiser la photosynthèse dans des conditions où il fait trop chaud, par exemple, et où les stomates seraient normalement fermés pendant très longtemps. Mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Naturellement, étant donné que cette image n'est pas super claire parce que c'est une image microscopique, ici, c'est un schéma qui représente la même chose. On a la cuticule séreuse au-dessus de l'épiderme supérieur. Ensuite, on a les cellules du mésophile palissadique. Des fois, on appelle ça juste tissu palissadique. Ensuite, on a le mésophile lacuneux ou le tissu lacuneux avec tous les espaces entre les cellules. En dessous, on a l'épiderme inférieur et on a aussi des stomates qui permettent de créer des ouvertures ou de les fermer. Naturellement, aussi, on va avoir du tissu vasculaire à l'intérieur des feuilles où il va y avoir le xylème et le phloème qui vont permettre de transporter les nutriments. Donc, ici, je parle du glucose et de l'amidon qui est produit lors de la photosynthèse vers les racines, ou de l'eau et des sels minéraux qui, eux, viennent des racines pour remonter jusqu'aux feuilles, où là, l'eau peut être utilisée pour la photosynthèse. Avery, oui. Quoi? La cire, c'est pas comme une membrane en tant que telle. C'est un lipide. Une membrane, c'est fait de phospholipides. La cire, c'est juste une autre molécule organique qui est non polaire. Okay? Ça n'a pas la même caractéristique moléculaire qu'une membrane. Oui, Joshua. La cire est seulement en haut et pas en bas? Oui, la cire est seulement en haut et pas en bas. Parce que c'est là où tu en as besoin de plus, parce que c'est là où le soleil va frapper la feuille. Si on regarde ce schéma, on peut voir des petits points à l'intérieur des cellules du mésophile. Ces petits points-là sont, dans le fond, la représentation schématisée des chloroplastes. Les chloroplastes, au niveau microscopique, ça ressemble à quoi? Bien, voici une image microscopique d'un chloroplaste. Donc, le chloroplaste a une particularité où il est recouvert d'une double membrane à l'extérieur. Donc, ici, tu vois qu'il y a une membrane, puis il y a une deuxième membrane qui est juste à côté. À l'intérieur, il y a un liquide qu'on appelle le stroma. À l'intérieur du stroma, il va flotter des structures membranaires. Donc, dans le fond, c'est des structures de membrane qui forment des couches ou des lamelles qu'on appelle des thylakoïdes. Et des empilements de thylakoïdes, donc ici c'est un empilement de thylakoïdes. Les lignes ici, c'est des thylakoïdes, mais les empilements de thylakoïdes s'appellent des granats. Donc, c'est ici que va se faire la photosynthèse. Puis je vais vraiment rentrer en détail au niveau membranaire de qu'est-ce qu'il y a exactement dans les thylakoïdes qui permettent la photosynthèse. Parce que ce n'est pas super clair au niveau d'une image microscopique, voici une représentation schématisée d'un chloroplaste. Donc, le chloroplaste est recouvert d'une double membrane. Ici, toutes les membranes que je représente, que ce soit la membrane externe du chloroplaste ou interne du chloroplaste, sont faites d'une bicouche lipidique. Okay? C'est quand même des phospholipides, il va y avoir des protéines, c'est une mosaïque fluide, ça suit le même modèle que la membrane cellulaire. C'est juste que c'est celle des chloroplastes. À l'intérieur, on va avoir ces regroupements de structures membranaires qui forment des petits sacs qu'on appelle les thylakoïdes. Donc, remarquez ici que ça, dans le fond, c'est une membrane, ça, c'est une membrane. Ici, tu as une membrane qui renferme une partie intérieure et une partie extérieure. Et si tu empiles ces thylakoïdes ensemble, c'est là où tu vas avoir un granat ou un granum, donc dépendant de comment tu veux le dire, qui va former ces structures-là qui ressemblent à des petites tours. C'est à l'intérieur de la membrane des thylakoïdes que va se faire la photosynthèse et qu'on va retrouver les pigments photosynthétiques, les molécules qui permettent de capter l'énergie lumineuse pour les convertir en énergie chimique. C'est pour ça qu'on a représenté ici les thylakoïdes en vert. C'est pour représenter, dans le fond, le pigment photosynthétique le plus commun ou le plus représenté,
qui est la chlorophylle, qui elle est verte. C'est ça qui donne la couleur verte aux feuilles. La photosynthèse, comme la respiration cellulaire, est un processus que vous connaissez parce qu'on vous l'a probablement enseigné très rapidement dans vos cours de sciences et de biologie. Mais c'est un processus qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on vous a montré jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je suis sûre qu'on vous a tout dit, OK, la photosynthèse, c'est facile. C'est la réaction qui est indiquée ici, où tu prends du CO2, donc 6 CO2, plus 6 H2O, pour pouvoir former une molécule de glucose qui est la formule C6H12O6 et 6 oxygènes. Et naturellement, pour faire ce processus qui est anabolique, donc qui nécessite de l'énergie, l'énergie qui va être utilisée, ce n'est pas de la chaleur, ça va être de la lumière. Donc, on a besoin aussi d'énergie pour faire cette réaction. Donc ça, je suis sûre que vous avez déjà vu cette équation. Mais encore une fois, comme avec la respiration cellulaire, c'est une très grande sursimplification du processus. Et encore, comme la respiration cellulaire aérobie, c'est un processus qui va se faire pas simultanément. C'est-à-dire que le dioxyde de carbone et l'eau ne vont pas réagir ensemble réellement. Ils vont être utilisés dans différents endroits ou différentes étapes de la photosynthèse pour pouvoir produire du glucose. Et l'oxygène ne va pas nécessairement être produit à la même place que le glucose va être produit ou à la même étape. La photosynthèse peut être divisée en deux types de réactions. Mais ces deux types de réactions doivent se produire. On a la phase qui est obscure et la phase lumineuse. La phase lumineuse, on l'appelle aussi, dans le fond, la phase où il y a les réactions photochimiques. Photo veut dire lumière. Donc si c'est une réaction photochimique, c'est une réaction chimique qui nécessite de la lumière parce qu'elle va convertir l'énergie lumineuse en une énergie chimique. On a vu ce que ça veut dire convertir en une énergie chimique. C'est de former des liaisons qui, elles, sont énergétiques. Les liaisons qui vont être formées naturellement, ça va être celle du glucose qu'on veut former éventuellement à partir de nos molécules initiales et de l'énergie supplémentaire. Lors de la phase lumineuse, on va premièrement utiliser la lumière pour être capable de produire des molécules à haut potentiel énergétique que vous connaissez en partie déjà. Une des molécules à haut potentiel énergétique qu'on va vouloir chercher à former lors de la phase lumineuse, c'est l'ATP. Donc, on sait ça, on connaît l'ATP parce que c'est la molécule phosphorylée. C'est la même molécule qui va être utilisée lors de la respiration cellulaire ou qui va être produite lors de la respiration cellulaire. Ici, la lumière va être utilisée pour faire de l'ATP.
mais elle va être aussi utilisée pour pouvoir former une autre molécule qu'on appelle le NADPH. Donc, c'est légèrement différent que le NADH. Ça a une structure très similaire, mais c'est juste avec c'est juste une autre forme qui est adaptée aux plantes pour la photosynthèse. Comme le NADPH est un réducteur à haut potentiel énergétique. Donc, même si c'est écrit NADPH, dans votre tête, ça devrait être à peu près la même chose que le NADH. C'est une molécule que lorsqu'elle capte des électrons et de l'énergie, va maintenant être énergisée et peut être utilisée dans d'autres processus pour relâcher des électrons et relâcher de l'énergie. Les réactions de la phase obscure vont se faire quand il y a suffisamment d'ATP et de NADPH qui sont produits, ou qu'il y a suffisamment de ces deux molécules à haut potentiel énergétique pour se faire. Donc, tu produis l'ATP et le NADPH pour être capable de faire la phase obscure. Oui, Joshua? Est-ce que tu veux qu'on écrive NADPH dans la note quand ça dit juste Mais NADPH, s'il vous plaît, corrige. Tu veux qu'on le change? C'est vrai. S'il vous plaît, des fois, il y a des petits typos que j'ai faits il y a bien des années, puis je n'ai jamais changé sur vos notes. Donc, mais merci d'avoir pointé ça. Donc, c'est du NADPH et pas du NADH. Lors de la phase obscure, c'est là où va se produire la réaction de synthèse du glucose. Donc ici, pour l'instant, pour la phase lumineuse, il n'y a pas de glucose produit. Par contre, dans la phase obscure, c'est là où on va pouvoir permettre de faire du glucose. Mais le glucose va être produit à partir de 2 PGAL qui, eux, vont donner ton glucose. Maintenant, pour vous faire un lien avec la respiration cellulaire, quand je vous avais donné le schéma de la glycolyse, je vous avais parlé d'une molécule qui est le 3-phosphoglycéraldéhyde ou le glycéraldéhyde 3-phosphate. Oui? Bien, le phosphoglycéraldéhyde ou le 3-phosphoglycéraldéhyde ou le glycéraldéhyde 3-phosphate, c'est aussi le PGAL. C'est un autre acronyme qu'on y donne. Donc, le G3P est aussi connu sous PGAL. Donc, dans le fond, lors de la phase obscure, on est en train de produire du 3-phosphoglycéraldéhyde, qui est la même molécule qu'à la moitié de la glycolyse. Et dans le fond, si tu peux produire 2 PGAL, éventuellement, tu peux combiner ces 2 PGAL pour faire du glucose. Si vous avez une vision dans votre tête de la glycolyse, vous savez que c'était glucose, fructose 6-phosphate, donc glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-biphosphate. Ensuite, le fructose 1,6-biphosphate, c'est coupé en deux pour faire le phosphodihydroxyacétone et le 3-phosphoglycéraldéhyde, donc le PGAL. C'est-à-dire que si tu peux produire cette molécule, tu peux genre faire la voie métabolique à l'inverse pour éventuellement te retrouver avec du glucose. Et donc, à l'aide de la réaction de la phase obscure, on va produire du PGAL qui va donner du glucose éventuellement. Le PGAL, comme on le sait avec la glycolyse, a 3 carbones, donc tu as besoin de 2 PGAL pour faire un glucose. Pour être capable de faire une synthèse, la synthèse, ça nécessite la formation de liaisons. Donc, ça nécessite de l'énergie. C'est une réaction qui est anabolique, qui est endothermique. L'énergie, elle va venir de où? Bien, elle va venir de l'ATP et du NADPH qui a été produit lors de la phase lumineuse. C'est pour ça que je dis que cette synthèse va se faire tant et aussi longtemps qu'on a assez de molécules à haut potentiel énergétique pour y arriver. Les molécules à haut potentiel énergétique sont produites lors de la phase lumineuse. Naturellement, on a besoin aussi d'être capable d'avoir du dioxyde de carbone pour y arriver parce que tu ne peux pas avoir de glucose si tu n'as pas de carbone qui vienne dans le cycle. C'est-à-dire qu'on peut représenter les 2 phases de la photosynthèse à l'aide de ce schéma. Ici, on a la phase claire, qui serait la phase aussi lumineuse, et on a la phase obscure. Les 2 phases vont se faire à l'intérieur de ton stroma. Donc, rappelez-vous que vous avez vos chloroplastes, avec un liquide à l'intérieur qu'on appelle le stroma, et avec des thylakoïdes. C'est-à-dire qu'on va avoir la phase lumineuse qui va se faire dans les membranes des thylakoïdes, mais la phase obscure va se faire dans le stroma, qui est le liquide qui entoure ces thylakoïdes.
Ici, on vous représente jour et nuit, mais la phase obscure ne se fait pas uniquement la nuit. Elle n'a juste pas besoin de lumière pour se produire. Tant qu'il y a assez d'ATP et de NADPH pour qu'elle se produise. Ça veut dire que pendant la journée, c'est le seul temps où tu peux faire les réactions de la phase lumineuse parce que c'est le seul temps où tu as de la lumière pour faire ces réactions. C'est-à-dire que c'est pendant la journée, avec l'aide de la lumière, que le NADPH et l'ATP vont être produits. Le NADPH et l'ATP qui est produit peut être utilisé aussi pendant la journée pour faire les réactions de la phase obscure. Tant qu'ils sont disponibles, ça peut se faire. Quand la nuit arrive, les réactions de la phase lumineuse arrêtent de fonctionner. Le NADPH et l'ATP arrêtent d'être produits, mais il va en avoir quand même une certaine quantité qui reste et qui peut être utilisée la nuit pour faire la phase obscure. À un certain point, il va manquer de NADPH et d'ATP, et là, la phase obscure va arrêter jusqu'à temps que ce soit le lendemain, puis qu'il fasse soleil, puis qu'on puisse régénérer plus de NADPH et d'ATP lors des réactions de la phase lumineuse. Mais avant d'embarquer dans les étapes, j'aimerais juste parler des propriétés de la lumière et des molécules que l'on retrouve dans les thylakoïdes qui sont capables de capter l'énergie lumineuse et les convertir en énergie chimique. Parce qu'on sait que l'énergie ne peut pas apparaître ou disparaître, mais dans le fond, c'est quand même assez intéressant que tu peux prendre une source d'énergie qui n'est pas tangible, que tu ne peux pas toucher, qui est de la lumière, et de prendre cette énergie-là à l'aide de certaines molécules pour la transformer en quelque chose de réel, de tangible, de physique, qui est du glucose. Tu peux prendre du glucose en poudre, ça existe. Mais tu as fait le glucose à l'aide de cette énergie-là. Naturellement, tu le fais aussi à l'aide de matière, parce que la matière ne peut pas apparaître de nulle part. La matière que tu as utilisée, c'est le CO2 et l'eau. Mais pour former les liaisons et pour faire que ce soit une molécule à haut potentiel énergétique, il fallait que tu utilises une source d'énergie qui n'était pas tangible. Donc, pour pouvoir parler de ça, j'aimerais parler premièrement de c'est quoi le rayonnement électromagnétique. Parce que la lumière, c'est un rayonnement électromagnétique. Donc, c'est Maxwell qui, lui, a proposé que, dans le fond, la lumière, c'était quelque chose qui avait certaines propriétés, parce qu'avant ça, on ne savait pas c'était quoi la lumière, et qu'il a proposé que la lumière était une onde qu'on appelle électromagnétique. Ça veut dire que c'était une onde, puis remarquez que ça a des propriétés ondulatoires. Donc, onduler, ça veut dire faire comme ça. Donc, on va arrêter parce que c'est le temps de la pause, c'est ça? Non? OK, non. Donc, ondulatoire, je trouvais que c'était trop tôt. Et c'est pour ça que ça fait des vagues. Mais ce n'est pas juste une onde qui est électrique, mais c'est une onde qui a aussi une composante magnétique. C'est-à-dire que tu as une onde électrique, puis tu as une onde magnétique qui lui est perpendiculaire. Et c'est la combinaison des deux qui donne les propriétés à la lumière. On sait maintenant que il existe plus qu'un type d'onde électromagnétique. La lumière est, dans le fond, une partie des ondes électromagnétiques qu'on appelle le visible. Okay? C'est la lumière visible. Ça nous permet de voir notre environnement en couleur. Donc, tout ce qu'on voit, c'est à l'aide d'ondes électromagnétiques qui font partie de la lumière. Donc, c'est vrai que la lumière, elle vient du soleil, elle vient aussi de l'ampoule, mais la lumière va frapper des objets et ensuite, cette onde électromagnétique va rebondir sur de ces objets-là et vont atteindre nos yeux, ce qui nous permet de les voir. C'est l'onde électromagnétique qui rebondit juste sur l'objet qui nous permet de le voir. Mais il existe d'autres ondes électromagnétiques. Ils sont toutes des ondes qui ont une composante ondulatoire, avec une composante qui est électrique ou magnétique. Mais la différence entre elles, ça va être ce qu'on appelle la longueur d'onde. Donc, si on regarde cette onde-ci,
toutes les ondes vont avoir la même amplitude. Amplitude, c'est la hauteur de la vague. Okay? C'est-à-dire qu'ils ont toutes la même amplitude. La différence entre les ondes électromagnétiques, c'est vraiment la fréquence qui est causée par la longueur d'onde. La fréquence, c'est la quantité de vagues à un intervalle de temps. Plus la fréquence est grande, plus qu'il y a de vagues dans un petit intervalle de temps. Si tu regardes le même intervalle de temps, si la fréquence est plus courte, c'est-à-dire qu'il y a moins de vagues. Pour qu'il y ait plus de vagues dans un intervalle de temps, il faut que les distances entre les vagues soient plus petites. Donc, ça serait la longueur d'onde. La longueur d'onde est définie comme la distance entre deux crêtes ou deux creux d'une onde. Chaque onde électromagnétique a sa longueur d'onde qui lui est spécifique. La longueur d'onde d'une onde électromagnétique ne peut pas varier, à moins qu'elle gagne ou qu'elle perde de l'énergie. Mais si elle gagne ou elle perd de l'énergie, elle change de propriété d'onde, puis elle n'est plus la même onde. Les ondes électromagnétiques dans le visible sont autour de comme 400 nanomètres et 800 nanomètres. Nanomètre, c'est une unité de longueur. C'est comme tu as un mètre, puis là, il faut juste que tu ailles genre plus petit. Donc, quand tu es entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, la distance entre les deux creux et les deux crêtes fait que tu peux avoir de la lumière que tes yeux peuvent percevoir. Comment? Tu as des récepteurs, donc des protéines, sur la surface de ta rétine, en arrière de ton œil, que quand la lumière ou les longueurs d'onde frappent ces récepteurs-là, dépendant de la longueur d'onde, ça va envoyer un message nerveux différent à ton cerveau, ce qui va te faire interpréter l'onde avec une certaine couleur. Je sais que je ne vais pas rentrer en détail par rapport à ça parce que ce n'est pas le cours, mais si vous prenez un cours de physiologie, vous allez le voir à l'université. C'est vraiment très intéressant. Donc, les seuls que nous, on peut percevoir parce qu'on a des protéines qui sont adaptées pour capter ces ondes-là, donc on a les capteurs dans nos yeux, sont entre 400 et 800 nanomètres, puis ça, on appelle ça de la lumière. Par contre, il existe plein d'autres ondes électromagnétiques qui ont d'autres propriétés. En dessous de 800 nanomètres, tu vas avoir, au-dessus de 800 nanomètres, plutôt, tu vas avoir de l'infrarouge. C'est-à-dire qu'ici, les longueurs d'onde deviennent de plus en plus grandes. La distance entre les deux creux ou les deux crêtes deviennent plus grandes. Donc, tu as de l'infrarouge que tu ne peux pas voir. Tu as des micro-ondes que tu ne peux pas voir, puis des ondes radio que tu ne peux pas voir. Ce n'est pas de la lumière parce que tu ne peux pas les voir. Ça n'a pas de couleur parce que tu ne peux pas les voir. Mais ils ont quand même différentes propriétés. L'infrarouge, c'est une onde électromagnétique qui est émise par n'importe quel objet qui est chaud et qui est chauffé. Donc, en ce moment, vous êtes en train d'émettre de l'infrarouge, mais nous, on ne peut pas le voir. Si on utilise une caméra ou un capteur à infrarouge qui a des détecteurs qui sont capables de détecter la présence de ces ondes électromagnétiques, on peut voir qu'il y a beaucoup d'infrarouge qui sortent de votre corps. Probablement aux endroits où vous avez le plus chaud, où le plus de chaleur est perdue, parce que la chaleur émet beaucoup d'ondes infrarouges, comme ondes électromagnétiques. Les micro-ondes, on sait que c'est ça qui permet de cuire la nourriture dans ton micro-ondes. Puis les ondes radio, ça transmet de l'information à travers de l'air, à travers ces ondes-là, et on ne peut pas les voir. Les rayons ultraviolets, eux, sont en dessous de 400 nanomètres. C'est-à-dire que la longueur d'onde devient de plus en plus courte et devient plus courte que le bleu ou le mauve. L'ultraviolet, c'est une onde électromagnétique qui, elle, est très dangereuse. On sait ça parce que le soleil produit des ultraviolets qui causent des cancers de la peau. Si tu es exposé à des grandes doses d'ultraviolet, tu peux développer beaucoup de cancers de la peau, surtout si tu es jeune. C'est pour ça que les jeunes adolescents n'ont plus le droit légalement d'aller au salon de bronzage. Parce qu'on a remarqué que les filles ou les garçons qui allaient au salon de bronzage à l'adolescence se retrouvaient à avoir des plus gros cas de mélanome, qui est un cancer de la peau extrêmement mortel. Dès que tu es diagnostiqué, tu as moins de 5% de chances de survie. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne recommande pas aux gens de faire, mais surtout pas aux jeunes, parce que ça crée une exposition plus longue et prolongée. Oui, Joshua? Ça nous donne aussi la vitamine D, oui. En partie. Mais la vitamine D, c'est mieux de la sortir de ton alimentation, parce que même si ça produit de la vitamine D, la quantité d'ultraviolet que tu as besoin pour permettre la production de vitamine D est dangereuse pour toi. Donc oui, mais la quantité fait que tu as plus de risques d'utiliser cette méthode-là pour obtenir ta vitamine D que de ton alimentation. Les rayons X. Les rayons X, eux aussi, sont une onde électromagnétique, mais c'est juste que la longueur d'onde est encore plus courte.
Les rayons X sont utilisés pour pouvoir voir tes os. Ça passe à travers tes tissus qui sont mous. C'est arrêté par les tissus qui sont durs. C'est pour ça qu'on peut voir les os en blanc. Et les tissus mous, on ne les voit pas. Oui? Quoi? Oui, vas-y. On ne les voit pas. Les rayons X sont aussi dangereux pour vous. Naturellement, si vous êtes exposé aux rayons X de façon infréquente, c'est-à-dire que quand tu vas chez le dentiste une fois de temps en temps, ou si tu te casses la jambe ou la cheville une fois de temps en temps, ben ça ne fera pas une grosse différence. Mais les techniciens en laboratoire ou les techniciens de radiographie, eux doivent se protéger. C'est pour ça qu'ils vous mettent genre la grosse couverture qui est vraiment lourde. Ça, c'est fait en plomb parce que le plomb arrête les radiations des rayons X. Ils mettent ça sur vos organes internes puis vos organes reproducteurs parce que c'est là où le plus de dommages peut se faire, qui a des conséquences graves. Et ensuite, ils quittent la pièce pour se mettre derrière un mur en béton qui aussi arrête les rayons X pour qu'eux soient moins exposés à long terme. Et là, quand tu descends encore plus bas, tu as les rayons gamma qui, eux, sont extrêmement dangereux. Donc ça, c'est la radiation comme radioactive qui peut rendre les gens malades, causer beaucoup de cancers, causer des brûlures. La longueur d'onde est extrêmement petite. Elle est beaucoup plus petite que celle des rayons X, des UV et du visible. Chose à retenir ici, plus que la longueur d'onde est courte, donc plus que la distance entre deux creux ou deux crêtes est petite, plus que l'onde électromagnétique est énergétique. Elle a plus d'énergie. Maintenant, si on pense au niveau de la vague, si ceci représente une seconde, une longueur d'onde pourrait avoir une longueur d'onde de comme 400 nanomètres pourrait être, plus j'invente des chiffres, pourrait avoir, disons, 4 vagues par seconde. Plus que la longueur d'onde est courte, au lieu d'être 4 vagues par seconde, tu peux en avoir 10. Pour avoir 10 vagues en une seconde, tu as plus d'énergie dans la vague que quand tu en as 4 par seconde. Si tu diminues encore la longueur d'onde pour que ça soit comme 1000 vagues par seconde, bien ça, c'est beaucoup, beaucoup plus énergétique que 4 vagues par seconde. Donc, plus la longueur d'onde est courte, plus que l'onde électromagnétique est énergétique. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir parce que ça va être quelque chose qui va revenir quand on va parler de l'énergie qui est transférée lors de la photosynthèse. Si on regarde au niveau de longueur d'onde du visible, le violet est à 400 nanomètres, le rouge est à 800 nanomètres. Bon. Je pensais que je pouvais écrire. Tiens, je vais essayer. Oui, ça marche pas. Tantôt, ça marchait, hein? Non? En savoir plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, ça prenait juste du temps. Oui. Donc, plus que ça va à la droite. Donc, plus que ça va vers la gauche. À gauche. Oui, la gauche. OK. Donc, je vais juste... Je sais pas pourquoi mon... Tiens, peut-être pour ça. Weird. OK. Donc, on va voir si ça va fonctionner. Si je regarde... Non. Problème technique. Si je regarde mes deux ondes, qui est de 400 nanomètres pour le violet et 800 nanomètres pour le rouge, je vais vous poser la question suivante. Laquelle des deux ondes est la plus énergétique? Le violet ou le rouge? Laquelle est le plus énergétique? Le violet ou le rouge? Un doigt, s'il vous plaît. Violet, rouge. Ça va être le violet. Définitivement, le violet va être une onde beaucoup plus énergétique parce que sa longueur d'onde est plus courte. Donc, vous avez bien compris, ce qui est très bien. Maintenant, comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette conclusion-là? Donc, la façon qu'ils sont arrivés à cette conclusion-là, c'est qu'ils ont déjà remarqué qu'un solide qui est chauffé va émettre de la lumière. Je vais peut-être vous laisser écrire les deux mots qui manquent.
Donc, je suis sûre que vous avez déjà observé ceci. Si vous êtes en présence, si vous êtes dans un endroit où il y a un four, je suis sûre que vous avez déjà vu ces fours-là, où tu regardes le poêle, donc l'élément chauffant sur le dessus du four, et que tu l'allumes, une des façons que tu peux savoir qu'il est allumé, c'est que ça devient rouge. Okay? Progressivement. Surtout les vieux qui sont en spirale. Ça va devenir de plus en plus rouge, donc ça commence noir, puis ça commence à changer de couleur, puis ça devient rouge. C'est quand même du fer. Le changement de couleur, c'est pas une ampoule ou une lumière qui est à l'intérieur du métal qui commence à briller. Non, c'est le fer lui-même est une substance qui est chauffée, un matériel qui est chauffé. Et ce matériel chauffé va émettre de la lumière lorsqu'il est chauffé. Bonjour! OK, on prend une petite pause. Donc, quand on a un objet chauffé, comme je l'avais mentionné, un objet qui chauffe comme le rond d'une cuisinière quand tu le chauffes, c'est que la chaleur, l'énergie thermique qui excite les atomes du métal qui forment le rond de la cuisinière fait en sorte qu'une partie de cette énergie thermique va être convertie en une onde électromagnétique. Donc, vous savez que ça chauffe le métal chauffe, il obtient de l'énergie thermique. Ça va exciter les électrons des atomes de ce métal-là pour faire en sorte que quand ces électrons-là qui sont excités relâchent de l'énergie, ils vont le relâcher en partie sous forme de chaleur, ce qui fait que tu peux l'utiliser pour cuire ta nourriture, mais aussi en partie sous forme de différentes ondes électromagnétiques. L'objet qui est chauffé va apparaître rouge. Ça veut dire que l'onde électromagnétique que tu peux voir le mieux, et donc le plus prédominant lorsque tu chauffes un objet, ça va être une longueur d'onde qui est courte, qui va être celle du rouge. Mais on sait qu'il existe toutes les autres longueurs d'onde dans cet objet-là ou qui vont être émises par cet objet-là. Et donc, c'est au 19e siècle qu'ils ont fait le lien entre l'énergie que possédait une onde lumineuse et sa longueur d'onde. Et cette énergie-là on a déterminé qu'elle correspondait à une certaine quantité qui était concrète d'énergie par longueur d'onde. C'est-à-dire que la longueur d'onde de 400 nanomètres a une certaine quantité d'énergie qui lui est associée, qui n'est pas pareille que l'énergie que possède une longueur d'onde de 800 nanomètres, par exemple, ou de 500 nanomètres, et ainsi de suite. Donc, chaque longueur d'onde correspond à une certaine quantité d'énergie qu'on appelle un quanta d'énergie. Et pour émettre cette longueur d'onde, quand un atome est excité par n'importe quelle autre source d'énergie, il doit avoir absorbé la même quantité d'énergie que celle qu'il émet sous forme de cette longueur d'onde. C'est-à-dire que s'il émet une longueur d'onde de 650 nanomètres, après avoir été excité, ça veut dire qu'il a absorbé 650 nanomètres d'énergie. Maintenant, ce n'est pas une quantité d'énergie, ça, mais le quanta qui correspond à 650 nanomètres pour être capable de relâcher cette énergie-là avec la même longueur d'onde. Ce qui a aussi permis de faire le lien entre les atomes des molécules, les électrons, la quantité d'énergie et les longueurs d'onde des objets, de la lumière émise par les objets chauffés, a été trouvé à l'aide d'un phénomène qu'on appelle l'effet photoélectrique. Maintenant, pour expliquer l'effet photoélectrique, je vais montrer le schéma qui montre l'effet photoélectrique. Donc, l'effet photoélectrique, c'est un phénomène que l'on observe lorsqu'on utilise un faisceau de lumière avec une certaine longueur d'onde et qu'on projette ce faisceau de lumière sur un objet métallique. Si la longueur d'onde de la lumière est une certaine longueur d'onde très spécifique, on peut observer que des électrons vont être éjectés des atomes du métal. Donc, si on regarde cet appareil-ci, c'est un appareil qui peut permettre d'observer l'effet photoélectrique. Au centre,
tu vas avoir une anode qui va être chargée positivement. Autour, tu vas avoir une cathode. Et ta cathode, dans le fond, ça va être, il va avoir ton objet qui est métallique. La raison pourquoi on veut créer une anode et une cathode, c'est parce qu'on veut être capable de capter les électrons qui sont éjectés. On sait qu'un électron est chargé négativement. C'est-à-dire que pour être capable de capter l'électron ou capturer l'électron qui est éjecté, il faut qu'il soit attiré par une charge positive. Donc, on a un objet métallique sur lequel on va projeter un faisceau de lumière avec une longueur d'onde spécifique. Dans certaines situations, il n'y a rien qui se passe. Ensuite, ils changent la longueur d'onde et ils refont la même expérience. À un certain point, à une certaine longueur d'onde très spécifique, la lumière qui frappe l'objet métallique va faire en sorte que des électrons vont commencer à être éjectés, donc sortir de l'atome, parce que vous savez qu'un atome, ça a un noyau au centre, puis ça a des électrons autour. Bien, l'électron qui est normalement autour de l'atome, quand la lumière le frappe avec une certaine longueur d'onde spécifique, peut maintenant, s'en aller de l'atome et quitter l'atome. Et donc, quitter l'objet métallique. Les objets qui sont métalliques, qui ont des électrons qui quittent, qui sont chargés négativement, peuvent être captés par l'anode, ce qui va détecter s'il y a des électrons qui ont été éjectés. S'il n'y a pas d'électrons qui ont été éjectés, l'anode qui est positive ne détectera pas d'électrons qui se sont collés dessus, et donc fera en sorte qu'on ne pourrait pas le voir. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a certaines longueurs d'onde qui peuvent frapper un métal avec une assez grande force pour pouvoir faire que des électrons de ce métal quittent le métal? Donc, si tu regardes ici, tu vas avoir ton atome qui, lui, va avoir son noyau au centre et tu as tes électrons autour. Quand il y a un effet photoélectrique qui peut être observé, tu vas avoir une onde électromagnétique avec une certaine force, avec une certaine longueur d'onde, qui a la capacité, quand il passe à travers l'objet métallique qui est fait d'atomes, il peut frapper certains électrons, transférer leur énergie pour faire en sorte que l'électron maintenant possède une énergie cinétique. Rappelez-vous que l'énergie ne peut pas disparaître. Il va avoir, la longueur d'onde a une certaine quantité d'énergie. Quand elle touche l'électron, l'énergie est transférée à l'électron. L'électron a maintenant suffisamment d'énergie pour être quitté et éjecté de l'atome. Si je peux faire une analogie, je suis sûre que vous avez toutes soit joué au billard ou vu quelqu'un jouer au billard. En anglais, pool, playing pool. Ça suit le même principe, un transfert d'énergie. C'est juste qu'avec la balle de billard, c'est un transfert d'énergie cinétique. Tu frappes la balle a de l'énergie cinétique. Elle frappe une autre balle, ce qui transfère son énergie cinétique à l'autre balle. Mais ici, au lieu d'être un transfert d'énergie cinétique, c'est un transfert d'énergie qui est lumineuse, a une énergie cinétique qui est assez grande pour faire en sorte que l'électron qui est normalement attiré par le noyau, parce que l'électron est négatif et le noyau est positif, l'électron est maintenant a assez d'énergie pour quitter la force d'attraction et quitter l'atome complètement et est éjecté. La quantité de lumière qui correspond à une longueur d'onde, on appelle ça, dans le fond, c'est le quanta d'énergie, mais la lumière va avoir une propriété assez particulière qui lui permet de faire ça, qui fait en sorte que la lumière a une propriété particulière où elle a deux propriétés différentes. On sait que la lumière est une onde électromagnétique qui a une composante électrique et magnétique. Mais sa capacité de transmettre de l'énergie vient du fait qu'elle a aussi la capacité d'être une particule, qu'on appelle un photon. Donc, l'onde électromagnétique qui est la lumière, ou n'importe quelle onde électromagnétique, est à la fois une onde et une particule, qui est le photon. Et c'est la particule de la lumière, donc le photon de la lumière, qui va contenir une certaine quantité d'énergie qui peut être transférée.
comme la balle de billard, qui est une balle, qui est un objet qui peut transférer de l'énergie cinétique. Oui, Joshua? Ok, donc, basically, l'onde vient d'énergie lumineuse, et ensuite, quand ça sort, c'est l'énergie cinétique. Oui, si l'énergie a été transférée. Si la lumière passe à travers, il n'y a rien qui se passe. C'est juste qu'ici, l'énergie lumineuse avait deux choses. Suffisamment d'énergie, et elle a été capable de frapper un électron avec cette énergie pour la transférer à l'électron pour que là, l'électron puisse être éjecté. Ok. OK? Oui? Donc, est-ce que la seule raison qu'il y a certaines ondes qui ne fonctionnent pas, c'est parce qu'il y a pas assez d'énergie pour expulser? Exactement. C'est exactement ça. Il y a certaines longueurs d'onde que ça fonctionne, il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas, puis ça dépend de la quantité d'énergie, donc le quanta d'énergie de l'onde. OK? Puis chaque électron a besoin d'un quanta spécifique d'énergie pour être éjecté, dépendant de la distance à laquelle il va parcourir, puis ça, je vais expliquer ça aujourd'hui. Donc, la lumière est une onde électromagnétique qui peut frapper des objets et transférer de l'énergie. Dans certaines situations, par contre, la quantité d'énergie qu'a l'onde lumineuse n'est pas suffisante pour pouvoir transférer l'énergie, et donc elle passe à travers. Dans certaines situations, l'énergie va être transférée, elle peut être transférée de différentes façons, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités qui peuvent se produire. Maintenant, si je donne un exemple super simple que vous allez pouvoir comprendre relativement rapidement. On sait que la lumière qui vient de cette ampoule est une lumière qu'on appelle blanche. C'est une lumière blanche parce qu'elle contient toutes les longueurs d'onde du visible. Donc, si je regarde cette lumière à l'aide de ce qu'on appelle un spectroscope, qui sépare toutes les longueurs d'onde de la lumière pour donner un spectre comme ceci, voici ce que j'observerais. Quand j'ai un spectre, quand j'ai ceci, dans le fond, ce n'est pas juste un dégradé de couleur. Il faut imaginer qu'à chaque millième de millimètre, c'est une longueur d'onde différente. Donc, si tu prenais une infinité de lignes entre 400 et 800 nanomètres, donc à tous les nanomètres, à peu près, pas une infinité, mais même dans les nanomètres, tu peux aller plus loin. Mais disons qu'à tous les nanomètres, tu mets une ligne, ça serait une longueur d'onde spécifique. Donc, tu peux avoir une lumière de 400 nanomètres, 401 nanomètres, 402 nanomètres, 403 nanomètres, 404 nanomètres. Puis ça, chacune, c'est une onde qui a une propriété particulière et une quantité d'énergie particulière. Une des propriétés pour nous que l'on peut observer, c'est sa couleur. Mais si tu les combines tout ensemble et que tu fais qu'une source de lumière les émet toutes en même temps, on a de la lumière blanche. C'est ce qu'on peut voir de la lumière blanche. C'est-à-dire que si je regarde la lumière blanche puis je sépare toutes les longueurs d'onde qu'elle émet, ça, c'est ce que je verrais. Ça, c'est un spectre d'émission. Puis elle a un spectre d'émission qui est complet. Le Soleil a aussi un spectre d'émission qui est complet, qui émet toutes les longueurs d'onde. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les émettre en même quantité. Donc ça, on va voir ça aujourd'hui aussi. Le Soleil ne va pas émettre la même quantité à bleu que de rouge. Il ne va pas émettre la même quantité, même de ultraviolet que de bleu. Donc, il va les émettre toutes. Donc, le Soleil émet pas mal toutes les longueurs d'onde, mais pas nécessairement dans les mêmes quantités. Donc, si on regarde le spectre d'émission et d'absorption, je sais que je vais sauter un petit peu des diapositives, mais je crois que c'est plus logique d'en parler comme ça. Donc, si tu regardes la lumière blanche, c'est ce qu'on voit. Par contre, si tu regardes et tu chauffes un atome, donc si je prends du mercure, qui est un métal, et que je le mets à l'état gazeux dans un contenant, et que je fais passer un courant électrique. Pourquoi un courant électrique? Bien parce que je veux exciter les électrons. Je veux donner de l'énergie. Cet élément va émettre certaines longueurs d'onde, mais pas d'autres. Ça veut dire que le mercure, s'il émet de la lumière, ça va être seulement les lumières, les longueurs d'onde qu'on peut voir avec les couleurs ici. Ce qui est en noir, c'est ce que le mercure ne peut pas émettre. Chaque élément a un spectre d'émission qui lui est unique. Ce
qui veut dire que, et la raison pourquoi c'est unique, c'est parce que ça dépend de la structure de son atome, des électrons qu'il a, de la configuration électronique. Ça, vous allez voir ça tout en chimie douce si ça vous intéresse. Mais l'inverse du spectre d'émission, c'est le spectre d'absorption. Ce qu'une substance n'émet pas, il va absorber. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir ici. Maintenant, pour expliquer ça, pour que ça soit plus simple que juste parler du mercure et ainsi de suite, je vais parler de vos vêtements. OK? Parce que peut-être vous n'y avez pas pensé de cette façon-là avant. Donc, Avery a un beau hoodie qui est bleu foncé foncé. Right? Si je prenais le hoodie de Avery, ou même Avery avec le hoodie, puis je la mettais dans une salle qui était complètement noire, dans un sous-sol, sans fenêtre, sans lumière, etc. Quelle serait la couleur du hoodie à Avery? Noir. Ben, quand même bleu, mais on peut pas le. C'est une question très philosophique, hein? Oh, fait que non. Ouais, toi, je sais ce que t'en penses. Il n'y a pas de lumière qui va rebondir si tu vois rien. Donc, il n'y a pas de couleur. Tu as raison. C'est vrai. Techniquement, le hoodie à Avery a quand même les pigments. Pigment, c'est une molécule qui donne une couleur. A quand même des pigments qui font en sorte que quand elle est sous la lumière qui est blanche, qui contient toutes les longueurs d'onde, la lumière avec toutes les longueurs d'onde frappe le hoodie à Avery. Certaines longueurs d'onde sont absorbées et d'autres rebondissent. Celles qui rebondissent et qui viennent à nos yeux fait qu'on peut voir ces couleurs-là. Celles qui sont absorbées, on ne les voit pas. Donc, le hoodie à Avery a des molécules de couleur, des pigments de couleur dans son hoodie à l'intérieur du coton. Tu sais, on a utilisé des dyes en anglais pour faire que ça a cette couleur-là. Et ces molécules ont la capacité d'absorber le rouge, d'absorber le vert, le jaune, probablement le orange, c'est comme toutes les longueurs d'onde, sauf celles qu'on peut voir. Donc, on peut voir le noir, puis on peut voir le bleu, ce qui va faire son bleu foncé. Noir, c'est l'absence de couleur de longueur d'onde. Donc, ça absorbe pas mal toutes les longueurs d'onde, sauf une longueur d'onde spécifique de bleu, qui est ce qu'on peut voir. C'est-à-dire que techniquement, si on est dans un endroit en absence de lumière, son hoodie n'a pas de couleur. Il a les pigments, mais il n'a pas de couleur parce que la couleur, c'est la longueur d'onde qui n'est pas absorbée. C'est la longueur d'onde qui est réfléchie par les molécules qui composent son hoodie. Oui, Joshua? Donc, un gilet noir n'a pas de pigmentation. Un gilet noir n'a pas de pigmentation. Maintenant, il faut faire attention parce que c'est pour qu'il y ait... Comment on peut dire ça? Il n'a pas de pigmentation, c'est pas nécessairement vrai. Il n'a pas de couleur. Oh non, j'espère que ça continue à m'enregistrer. C'est bon, on va voir. Il ne va pas avoir de couleur, mais il va avoir des pigments. Parce que un pigment, c'est une molécule qui a la capacité d'absorber des longueurs d'onde ou de les réfléchir. C'est-à-dire qu'un hoodie qui serait noir comme noir, le plus noir que tu peux imaginer, c'est un hoodie qui est fait, qui a des pigments, qui sont des molécules dans le hoodie, donc dans le coton, qui ont la capacité d'absorber toutes les longueurs d'onde qui les frappent. Ils n'en émettent aucun. Parce qu'ils n'en émettent aucun, on ne peut pas les voir. Oh, les blancs émettent les coups. Et c'est ça, le chandail blanc à Madison, c'est différent. La lumière blanche qui contient toutes les longueurs d'onde frappe son hoodie. Les pigments qui sont les molécules qui font partie de son hoodie ne sont pas capables d'absorber toutes les longueurs d'onde. En fait, ils n'en absorbent aucune. Et ils sont tous réémis vers nos yeux, ce qui fait que nous, on le voit comme du blanc. Donc, ce qu'il faut retenir de ceci, c'est que les molécules, certaines molécules, à cause de leur structure atomique, donc des atomes qui les composent et des électrons, de la position des électrons dans ce qu'on appelle les orbitales, vous allez voir ça en chimie, ça va donner des propriétés à ces électrons et ces atomes, et donc ces molécules, qui va permettre à ces molécules
d'absorber certaines longueurs d'onde et pas d'autres. Oui. Donc, lorsque, comme dans l'ultraviolette, ça change de couleur, est-ce que les pigments changent? Oui, puis ça, je vais en reparler. Ça devrait être aujourd'hui. Donc, si on parle de qu'est-ce qui arrive aux électrons quand ils gagnent de l'énergie, parce que c'est les électrons qui rentrent en jeu quand je parle d'un atome qui est excité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ouvrir un document que je peux écrire, puis je vais faire un schéma pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qui peut arriver aux électrons. Parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même important à comprendre pour pouvoir comprendre comment les pigments photosynthétiques fonctionnent. Donc, je vais mettre ça plein écran. Donc, imagine que j'ai un atome et que mon atome a un noyau. Donc ça serait mon noyau, il y a des charges positives dedans. Je ne vais pas donner la nature de l'atome. Mais je simplifie aussi à quoi ressemble un atome pour que ça soit vraiment plus facile à comprendre comme schéma. Parce que les atomes, ça ne ressemble pas vraiment réellement à ça. On sait que le noyau est très petit, contient des protons et des neutrons et se retrouve au centre de l'atome. Et qu'autour, tu vas retrouver des électrons qui vont se retrouver à certains niveaux d'énergie. Donc ça ici, c'est pas vraiment comme des satellites qui orbitent sur ces orbites-là. Les électrons, ça orbite pas, comme ça. Mais on va dire que c'est des niveaux d'énergie, parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on peut savoir ou on peut faire qu'un atome devienne excité. Lorsque tu as, puis je vais simplifier ça, puis je vais parler de l'hydrogène, parce que l'hydrogène a un seul électron. J'ai trop mis de protons au centre, mais c'est pas grave. Disons que ton électron est sur le niveau d'énergie 1. Il est le plus proche du noyau et il est le moins énergétique. Ça, c'est son état le plus stable. La raison pourquoi la deuxième loi de thermodynamique existe, si l'univers tend vers le désordre, c'est parce que le désordre crée le niveau énergétique le plus bas. Donc, en physique, tous les atomes sont aussi régis par ces lois-là. Et donc, l'atome qui est le plus stable, c'est l'atome qui a le moins d'énergie potentielle. Le moins énergétique, c'est d'avoir son électron qui est ici, puis on appelle cet électron-là, on dit qu'il est à son état fondamental. Quand je parle de son état fondamental, c'est que l'électron est à la place où il devrait être pour que l'atome ait le moins d'énergie possible. Si tu exposes cet atome à une certaine longueur d'onde qui a une certaine quantité d'énergie. Donc ici, ça serait une lumière qui est dans le bleu, donc une certaine longueur d'onde, disons 500 nanomètres, qui est dans le bleu. Cette longueur d'onde, donc ce photon de lumière qui a une certaine longueur d'onde, possède une certaine quantité d'énergie qu'on appelle un quanta. Si l'énergie est suffisante, l'énergie peut être transférée à cet électron et faire que l'électron passe de son état fondamental et monte sur un niveau d'énergie supérieur, où là, on dit qu'il est à son état excité. L'énergie que ça a pris pour le faire monter est égale à l'énergie qu'il a reçue par son photon de lumière, qui correspond à sa longueur d'onde. Donc, quand ceci arrive, l'électron maintenant a une énergie potentielle égale à la quantité d'énergie qu'il a absorbée de la lumière. Généralement, un atome qui est à l'état excité, qui a des électrons à l'état excité, ne veut pas rester à cet état-là. Généralement, il va rester à cet état-là pendant des picosecondes. C'est-à-dire beaucoup, très, très petit, comme des milliards de secondes, millisecondes. Et donc, il va relâcher cette énergie. Donc, il va revenir à son état fondamental. Très rapidement. Quand il revient à son état fondamental, il doit laisser aller la quantité d'énergie qu'il a absorbée pour monter à son état excité. L'énergie
va donc pouvoir être relâchée ou transférée. Ça veut dire que cette énergie-là peut devenir soit de la lumière avec une longueur d'onde de 500 nanomètres, ou soit elle peut être transférée à un autre atome et à un autre électron. Mais l'énergie, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'énergie qui est absorbée doit être égale à celle qui va être relâchée après avoir été absorbée. On appelle ça, dans le fond, ça c'est un exemple de la phosphorescence, non, de la fluorescence. Quand tu as un objet qui est fluorescent, c'est que tu l'as mis sous une lampe fluorescente. La lampe fluorescente possède des longueurs d'onde qui sont capables d'exciter un électron de son état fondamental à son état excité. Et quand il revient à son état fondamental, il relâche la même longueur d'onde d'énergie, ce qui fait que quand tu mets ton objet sous la lampe fluorescente, elle a l'air à briller. Parce qu'elle émet de la lumière. Elle réémet la longueur d'onde qu'elle a absorbée. La fluorescence arrête dès que tu enlèves la source de lumière. Parce que si tu enlèves la source de lumière, tu enlèves la source d'énergie qui lui a permis de t'exciter puis de revenir à l'état fondamental. Oui, Joshua. Donc, lorsqu'il s'est fait exciter, c'est quand il rejette la lumière. Non, il rejette la lumière après avoir été excité pour revenir à son état fondamental. Il est excité quand la lumière le frappe et lui donne à son électron de l'énergie pour monter à son état excité. Qu'est-ce que l'état excité fait? Dans le fond, il ne fait rien. Il est juste, il l'est. Il existe. Je vais juste refinir avec cette idée-là. Il ne fait rien juste en tant que tel. Les atomes ont des électrons, puis les électrons ont la capacité d'absorber une certaine quantité d'énergie pour monter en énergie. Ils ne veulent pas rester dans cet état-là et ils reviennent à leur état fondamental très, très, très rapidement. C'est juste, ça a fait que des processus soient possibles comme la photosynthèse, mais dans le fond, c'est pas le but. C'était juste quelque chose qui arrivait, puis que évolutivement, ça a été capable d'être utilisé pour faire quelque chose. Mais l'atome ne veut pas avoir des électrons à l'état excité, parce que c'est pas stable de niveau thermodynamique. Mais tu peux exciter un électron d'un atome en lui fournissant suffisamment d'énergie. Certaines longueurs d'onde n'excitent pas les électrons. Imagine que je prends une longueur d'onde qui est, par exemple, dans le verre. Et j'essaye d'exciter cet électron avec cette longueur d'onde. Je sais pas combien de nanomètres. Je crois que c'est comme 550 nanomètres. Je suis pas sûre. 700 nanomètres? OK, on va dire 700 nanomètres. Et on l'excite avec une lumière qui est verte. L'atome, si l'électron ne peut pas utiliser cette énergie-là pour monter à un niveau, il ne va pas le prendre. Ce que je veux dire par là, cette énergie-là a été assez pour le faire monter de 1, 2, 3 niveaux exactement. Si l'énergie de 750 nanomètres peut lui faire monter de 1 niveau et demi, il ne va pas prendre l'énergie. L'énergie ne sera pas transférée. Parce qu'un électron ne peut pas monter de 1 niveau et demi. Il doit soit monter de 1 niveau ou de 2 niveaux. Là, vous pouvez me dire, OK, ben moi, si j'ai assez d'énergie pour monter les escaliers de 1 niveau et demi, ben je peux me rendre au moins au premier niveau. Mais au niveau thermodynamique, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu prends toute l'énergie du photon de la lumière ou tu n'en prends aucun. Donc, si tu n'es pas capable de monter de 1 niveau ou 2 niveaux ou 3 niveaux avec la quantité exacte d'énergie que la lumière te donne, l'énergie n'est pas transférée. Ici, la lumière va juste continuer son chemin et faire que l'atome ne le capte pas. Maintenant, Avery, tu avais une question. Tu l'as répondu. Excellent, ben, je suis contente que je l'ai répondu. Ça, c'est bien. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui peut arriver à cette lumière-là? Je vais peut-être rajouter une autre page pour l'expliquer un petit peu mieux. Là, l'énergie qui a été captée
bien, ça ne sert à rien de prendre l'énergie puis de la relâcher encore sous forme de la même lumière. Ça ne sert à rien. Biologiquement, physiquement, ça ne sert à rien. C'est juste une propriété. Il y a certains matériaux qui le font parce que leurs atomes peuvent être excités comme ça, puis ils sont fluorescents, comme certaines roches. Mais de manière générale, au niveau biologique, ça donne rien. L'énergie, par contre, on sait, ça peut être transféré, puis ça peut être transformé. C'est pour ça que l'énergie est partie d'une source lumineuse, mais on peut la faire transformer en autre chose. C'est-à-dire que la lumière peut être plein de choses différentes, peut être utilisée pour être transformée en plein de choses différentes. Donc, imagine que tu as un atome avec des niveaux d'énergie. Ça, c'est ton noyau. Et que tu as ton électron, qui lui est à son état fondamental, ici, et que tu l'exposes à une source de lumière avec une certaine quantité d'énergie qui est spécifique. L'énergie est suffisamment grande pour faire passer l'électron à un autre niveau d'énergie exact, pour qu'il soit à son état excité. On a vu que quand il revient de son état excité à son état fondamental super rapidement, il peut relâcher la lumière avec la même longueur d'onde, parce que c'est la même quantité d'énergie. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il peut faire. Ça, c'est une des choses qu'il peut faire. Ce n'est pas celle qui est la plus utile pour expliquer la photosynthèse. Il peut faire autre chose. Imaginez que tu as un autre atome à proximité. L'autre atome à proximité, ça peut être sur la même molécule, comme ça peut être sur une autre molécule avoisinante qui est proche. Dans certaines situations, ça peut faire en sorte que l'électron qui est ici à son état fondamental, de cet atome qui est proche du premier, peut capter l'énergie qui lui est transférée pour faire passer son électron de son état fondamental à son état excité. Donc, une des choses que l'énergie peut faire, au lieu d'être réémise sous forme de lumière, elle peut être transférée à un autre électron d'un autre atome. Oui, Marie-Ève? Mais ce n'est pas la seule chose qui peut arriver à l'électron. L'énergie, imaginez que là maintenant, tu as un électron, oui. Peut-être que je vais faire un autre cas de figure ici plutôt. L'énergie, j'essaie juste de me rappeler. OK, donc là, je veux faire ça, puis là, après ça, lui. C'est tout sur le spectre d'émission. Oui. Dans le fond, ça parle de qu'est-ce qui peut arriver à l'énergie qui est transférée aux atomes. Donc, le spectre d'émission, dans le fond, ça explique le numéro 1. Ça explique qu'est-ce qui arrive quand l'énergie est absorbée par un atome et fait que la lumière soit réémise sous forme de lumière. Le deuxième, c'est qu'est-ce qui arrive si l'énergie qui est relâchée est captée par un autre électron d'un autre atome pour le faire passer à l'état excité. Et finalement, je crois qu'un autre devenir, ça serait par exemple de faire en sorte qu'un électron puisse être éjecté d'un autre atome. Donc, imaginez que tu as un autre atome qui est ici, qui lui se fait exciter par une certaine longueur d'onde, qui fait qu'il monte à son état excité. Quand il arrive là, il va vouloir redescendre à son état fondamental. Quand il fait ça, il va relâcher une certaine longueur d'onde. Maintenant, il va la relâcher où? Il peut aussi la relâcher à une molécule voisine, comme je l'avais fait ici. Mais maintenant, si vous regardez le schéma, l'énergie qui est relâchée là peut exciter cet électron, mais cet électron peut aussi être excité par cet autre
atomes. Donc, dans le fond, un électron peut être excité par, ou peut avoir de l'énergie qui lui est transférée par plus qu'un autre atome qui lui était à son état excité. Donc, s'il y a suffisamment d'énergie ici, qui est accumulée à cause du transfert d'énergie de plusieurs autres atomes, dans ce contexte, l'énergie peut être suffisante pour faire que l'électron soit complètement éjecté. Mais il faut que la somme de l'énergie qui lui a été transmise en même temps soit assez grande. Donc, d'habitude, tu as besoin d'un transfert d'énergie de plus qu'un atome différent. Parce que cette énergie-là, juste celle-ci, est seulement capable de faire monter d'un certain niveau d'énergie à un autre. Mais pour être éjecté, il faut encore beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Puis cette énergie peut être cumulative et donnée à un seul. Ça peut faire en sorte que cet atome-ci va être oxydé. Ça, c'est important pour la photosynthèse. Tu peux oxyder un atome d'une molécule, donc oxyder une molécule, à l'aide de la lumière si suffisamment d'énergie provenant de la lumière est transférée à un électron d'un atome de cette molécule. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Avery. C'est correct que, comme c'est l'oxydation, mais comme c'est quand l'énergie ne peut pas être produite. Pardon? Qu'est-ce que ça s'est fait éjecter à cause de tellement d'autres atomes qui donnent l'énergie? Oui. Ça va à une autre molécule. Ça va aller à une autre molécule. C'est-à-dire que oui, naturellement, il est éjecté, mais il va aller donner à quelque chose d'autre qui va être réduit. Tout à fait d'accord. Donc là, maintenant, si je reviens à mon schéma. Donc, l'énergie qui est captée, donc une certaine longueur d'onde d'énergie peut faire qu'un électron passe de son état fondamental à excité. Et une des choses qu'il peut faire, c'est émettre de la lumière. Puis c'est ça qui va donner les spectres d'émission. Ça, c'est juste un spectre d'émission. Puis comme je vous ai dit, le spectre d'émission de la lumière blanche contient toutes les longueurs d'onde. Mais si tu regardes les spectres d'émission, ceci est un diagramme ou un schéma qui vous montre les niveaux d'énergie qui sont montés dépendant de la longueur d'onde qui va être absorbée ou émise. Donc, si on veut interpréter ce schéma, pour qu'un objet émette, puis quand je dis émettre, je veux dire ça, une lumière d'une longueur d'onde qui est rouge, ça veut dire que cet objet avait un électron sur le niveau d'énergie 2, donc pas le premier niveau d'énergie, mais le deuxième niveau d'énergie, qui lui a absorbé la longueur d'onde qui correspond au rouge. En absorbant la longueur d'onde qui correspond au rouge, l'électron est passé au niveau 3, donc a monté de 2 à 3. Et quand il redescend de 3 à 2, il relâche de la lumière qui correspond à la longueur d'onde dans le rouge. Un objet qui est violet, ou pas violet, oui, mauve, lui va avoir un électron qui est sur le niveau 2, qui va absorber le photon de lumière qui correspond à cette longueur d'onde et monter jusqu'au niveau 7. Quand il redescend, il va relâcher l'énergie qu'il a absorbée, qui, elle, va correspondre aussi à une longueur d'onde qui va être dans le violet. C'est pour ça que plus que la longueur d'onde est courte, plus que c'est énergétique, on peut le voir ici. C'est comme essayé de sauter des escaliers. Ça prend moins d'énergie de sauter d'un escalier, comme une marche d'escalier à un autre, que de sauter d'une marche d'escalier à la 7e marche d'escalier. Puis l'énergie que tu as quand tu sautes d'une marche d'escalier à celle juste en dessous, tu dépenses moins d'énergie que si tu sautes de la 7e marche jusqu'au sol. Donc ici, les longueurs d'onde, ça exprime aussi la hauteur à laquelle l'électron a monté de son état fondamental à son état excité.
OK, donc le spectre d'émission du soleil, parce que naturellement, comme j'ai dit, la lumière blanche, c'est la lumière qui a toutes les longueurs d'onde, et c'est pas juste la lumière visible, c'est les longueurs d'onde de toutes les ondes électromagnétiques. La lumière blanche permet, comme cette lumière pourrait permettre aux plantes de pousser, mais celle qui est la plus efficace, c'est celle du soleil. Pourquoi? Bien parce que c'est celle qui a été adaptée par les plantes, donc les plantes se sont adaptées à avoir ces longueurs d'onde-là dans ces quantités-là. Donc, remarquez que le spectre d'émission du soleil vraiment va des ondes radio jusqu'à des rayons gamma. OK, donc on ne le voit peut-être pas ici, mais ça serait les longueurs d'onde qui sont là. Mais on peut voir que la quantité de chaque longueur d'onde n'est pas équivalente. Il y a beaucoup plus d'ondes électromagnétiques qui sont dans le bleu, qui sont émises par le soleil, que dans le rouge. Il y a beaucoup moins de ultraviolet que de lumière bleue qui vient qui est émise par le soleil. Ça, c'est une chance, parce que ça on ne veut pas plus d'ultraviolet qui nous bombarde. Donc ça serait le spectre d'émission du soleil. Comment est-ce que le soleil émet ces longueurs d'onde-là? Dans le soleil, il y a des réactions de fission nucléaire. C'est une fusion nucléaire? Non, c'est l'hélium qui devient de l'hydrogène. C'est de l'hydrogène qui devient de l'hélium. Je ne sais pas sûr. L'un ou l'autre. Fission ou fusion, je ne suis pas une grosse personne qui connaît trop sur la fission ou la fusion. Mais il y a une réaction nucléaire qui se fait à l'intérieur du Soleil qui fait en sorte que cette réaction-là, en plus de changer les propriétés des éléments, va faire en sorte qu'il va avoir beaucoup d'énergie qui va être relâchée. Puis cette énergie va être relâchée sous forme de différentes longueurs d'onde qui atteignent la Terre naturellement. On voit que la lumière visible, combinée ensemble, ça va donner la lumière blanche du Soleil que l'on peut observer, mais le Soleil aussi émet d'autres types de longueurs d'onde. Donc, les pigments photosynthétiques sont des substances chimiques ou des molécules qui, elles, ont la capacité d'absorber de l'énergie lumineuse, de la façon que je l'ai décrit aujourd'hui. Donc, être capable de faire qu'une longueur d'onde de la lumière puisse frapper les atomes de ces molécules et faire en sorte que les électrons des atomes de ces molécules puissent prendre cette énergie, aller à leur état excité et ensuite transférer l'énergie à travers les atomes de la molécule ou même à une autre molécule ou un autre pigment photosynthétique. Donc, si je regarde juste les mots, pigment, dans le fond, c'est une molécule, c'est un terme qui est très général, qui s'applique à des molécules qui donnent des couleurs. Donc, genre, Joshua a du pigment, des molécules qui sont des pigments rouges qui sont dans le coton de son coton ouaté. Ce pas des pigments photosynthétiques. Son coton ouaté ne peut pas faire la photosynthèse. OK? Donc, le terme pigment, c'est juste une molécule de couleur qui est capable d'absorber certaines longueurs d'onde et en réfléchir d'autres. Les pigments photosynthétiques des plantes, celle qui est la plus abondante et celle que vous connaissez le mieux, c'est la chlorophylle. La chlorophylle, on va voir, c'est un pigment photosynthétique qui a une absorption maximale d'énergie lumineuse qui sont dans les longueurs d'onde qui sont dans le bleu et dans le rouge. Plus dans le bleu que dans le rouge. La longueur d'onde qu'elle absorbe le moins, c'est le vert. Et c'est pour ça qu'on voit les feuilles vertes en été. Parce que ce qui n'est pas absorbé par un pigment est réfléchi par ce pigment. Et donc, on voit cette couleur-là. Donc, le hoodie à Joshua, encore une fois, si je reviens, il est rouge parce que ces molécules absorbent toutes les longueurs d'onde, sauf le rouge, qui lui est réfléchi et vient à nos yeux. On peut utiliser un spectrophotomètre pour être capable de déterminer la longueur d'onde de certains pigments, mais ça, on ne l'utilisera pas. Et on peut représenter la capacité d'absorption d'un pigment par un graphique qui s'appelle le spectre, dans le fond, qui s'appelle le spectre d'absorption. Voici à quoi ressemble la chlorophylle. Puis c'est à cause de sa structure moléculaire qu'elle a la grande capacité d'absorber ces longueurs d'onde-là qui sont nécessaires pour la photosynthèse. Si on regarde la chlorophylle, ce que vous ne saviez pas, c'est qu'il y a deux chlorophylles. Il y a la chlorophylle A et la chlorophylle B. Les deux sont très, très, très similaires. La seule différence entre les deux, c'est qu'ici, ce groupement R, qui est juste là, pour la chlorophylle A, c'est juste un groupement méthyle. Pour la chlorophylle B, c'est un groupement aldéhyde, donc c'est un carbonyle. La plus commune des chlorophylles, celle qui est la plus abondante, c'est la chlorophylle A. Mais les deux existent quand même en même temps dans les feuilles de toutes les plantes et vont avoir des fonctions qui sont très similaires.
Si on regarde la chlorophylle, on voit qu'elle a une longue chaîne carbonée. Ça, c'est sa longue queue carbonée. Et le rôle de cette longue queue carbonée, c'est d'ancrer la chlorophylle dans une membrane, dans la partie non polaire d'une membrane. Parce que ceci est non polaire et ça va interagir avec les phospholipides qui, eux, sont non polaires à l'intérieur d'une membrane. Quelle membrane? La membrane d'une thylakoïde, la membrane thylakoïdale. Donc, rappelez-vous que les chloroplastes ont des thylakoïdes à l'intérieur qui sont des petits sacs qui, dans le fond, sont faits de membranes. Donc, la membrane thylakoïdale. C'est cette partie de la chlorophylle qui absorbe l'énergie lumineuse et qui contient les atomes qui ont des électrons qui peuvent être excités. C'est cet anneau-là, avec beaucoup de liaisons doubles, qui permet de faire ça. Dans le fond, c'est les liaisons doubles qui ont la capacité, beaucoup de capacité, à permettre aux électrons d'absorber certaines longueurs d'onde. Au centre, il y a du magnésium. Dans le fond, ça, c'est ce qu'on appelle un noyau d'M. C'est la même chose qu'on a un petit peu comme dans l'hémoglobine. L'hémoglobine va avoir un fer qui va être à l'intérieur d'une plus grosse structure moléculaire. Puis, celle-là va avoir la capacité de permettre à la molécule de la chlorophylle ou même la molécule de l'hémoglobine de se faire oxyder ou de se faire réduire. Si on regarde notre chlorophylle, c'est vraiment cette partie-là qui lui donne ces grandes propriétés pour absorber la lumière. Mais la chlorophylle, ce n'est pas le seul pigment photosynthétique que l'on peut retrouver dans les feuilles. On peut aussi retrouver des carotènes, donc les caroténoïdes. Il y a plusieurs caroténoïdes, et des anthophyles et d'autres types de pigments photosynthétiques. Ces autres pigments photosynthétiques ne sont pas ceux qui sont prédominants comme la chlorophylle, mais ils sont quand même présents dans les feuilles. Ces autres pigments photosynthétiques ont deux caractéristiques qui sont similaires à la chlorophylle, 3. Caractéristique numéro 1, ils sont non polaires et donc vont se retrouver à l'intérieur dans la partie non polaire d'une membrane. Quelle membrane? La membrane des thylakoïdes qui sont dans les chloroplastes. Ça, c'est normal parce que c'est là où va se faire l'absorption de la lumière. Il y a aussi beaucoup de liaisons doubles, comme la chlorophylle qui a un noyau d'M qui a beaucoup de liaisons doubles. C'est ces liaisons doubles qui donnent à ces molécules-là les caractéristiques d'un photopigment qui font qu'ils peuvent absorber beaucoup de différentes longueurs d'onde. Ces pigments photosynthétiques vont absorber des longueurs d'onde différentes. Les caroténoïdes vont absorber toutes les longueurs d'onde et moins dans le orange. C'est pour ça que les carottes sont oranges. Caroténoïdes, carottes, c'est pas un hasard. Il y a beaucoup de bêta-caroténoïdes dans les bêta-carotènes dans les carottes. Et c'est ça qui leur donne leur couleur orange. Et les anthophyles, je ne suis pas sûre c'est quoi la couleur, mais je crois que c'est plus, ça réfléchit plus dans le jaune. Donc, chaque pigment photosynthétique, à cause de leur structure moléculaire, vont avoir différentes longueurs d'onde qu'ils vont être capables d'absorber ou ne pas absorber. Ben, Marielle. Oui, s'il vous plaît. Avant de quitter. Donc, le spectre, et on peut déterminer et on peut identifier à l'aide d'un spectrophotomètre les spectres d'absorption ou les spectres d'absorption des différents pigments photosynthétiques. Comment est-ce qu'ils font ça? Bien, les pigments photosynthétiques sont des molécules. Ça veut dire que les scientifiques peuvent isoler chaque molécule et mettre chaque molécule à l'intérieur d'un contenant. Ensuite, ils vont mettre le contenant. Bien, le liquide va être aussi en suspension dans un liquide, dans le contenant. Ils vont mettre le contenant avec le liquide, avec le pigment photosynthétique dans ce spectrophotomètre. Ils vont faire passer de la lumière blanche à travers. Et de l'autre côté, ils vont détecter la lumière qui a été absorbée puis la lumière qui n'a pas été absorbée. La lumière qui a été absorbée, la quantité de lumière absorbée, va donner un graphique. Donc, si on regarde le graphique de la chlorophylle A, qui est celle qui est prédominante, qui est ici. La chlorophylle A absorbe la majorité de la lumière qui a une longueur d'onde d'à peu près 445 nanomètres, je dirais. Donc ça, ce serait 450, donc 445, 440 nanomètres. Ça, c'est sa longueur d'onde qu'elle absorbe le mieux. Elle absorbe presque pas dans le vert. Donc, entre 480 et 500 nanomètres, puis ensuite un petit peu moins dans le jaune, pas beaucoup dans le orange. Et elle va ensuite absorber beaucoup dans le rouge, autour de 760 nanomètres.
Donc, ça veut dire que ça, c'est les longueurs d'onde qui vont exciter le mieux ces électrons pour passer d'un niveau d'énergie à un autre. Chaque pigment photosynthétique, si on regarde, va avoir des longueurs d'onde préférentiellement absorbées qui sont différentes. C'est pour ça que c'est bien pour une plante d'avoir plus que juste de la chlorophylle. Parce que si la plante a seulement de la chlorophylle pour absorber de l'énergie lumineuse et être excitée par les photons de lumière, de la lumière visible et du soleil, elle serait juste capable d'absorber la lumière de ces longueurs d'onde et de ces longueurs d'onde, ce qui ne donne pas beaucoup de longueurs d'onde, donc pas beaucoup de possibilités d'obtenir de l'énergie. Mais parce que dans les thylakoïdes, dans la membrane des thylakoïdes qu'on retrouve dans les chloroplastes où se fait la photosynthèse, on retrouve plus que juste de la chlorophylle, toutes ces longueurs d'onde-là peuvent être absorbées pour être utilisées comme source d'énergie, qui va alimenter un processus qu'on appelle la photophosphorylation oxydative que vous allez voir demain. Oui? S'il y en a pas qui vont absorber le jaune, comment est-ce qu'on va prendre les jaunes dans les plantes? Tu vois le jaune, mais à un certain moment de l'année qu'on appelle l'automne. Right. L'automne. Ça veut dire que ce qui arrive, c'est que l'automne, on le voit, c'est parce que le vert va être beaucoup plus prédominant au niveau de la couleur qu'on voit, parce qu'il y a beaucoup plus de chlorophylle. Donc, on peut voir beaucoup plus dans le vert. Puis tu vois, il y a beaucoup de vert. Non, pas beaucoup de vert. Il n'y a pas beaucoup de vert ici. Excuse-moi. Et ça veut dire qu'il y a d'autres couleurs, mais à cause du vert, tu ne vois pas les autres couleurs qui sont émises. Mais ils sont quand même émises, c'est juste que c'est comme masqué par le fait que tu vois tellement de vert. Donc, à la fin, tu le vois l'automne parce que la chlorophylle qui a cette structure-là, à cause de son noyau d'hème, est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins stable que ces autres pigments photosynthétiques. Puis ça fait en sorte que quand l'automne arrive, à cause du fait qu'il y a un changement de la luminosité, ça fait qu'il y a moins de chlorophylle qui va être produite, ce qui veut dire que tu vois moins de vert, ce qui veut dire que tu peux commencer à voir d'autres longueurs d'onde apparaître de façon prédominante à cause du fait qu'il y a maintenant beaucoup moins de vert qui va être émis. Il y a moins de vert émis. La combinaison de tous les spectres d'absorption de tous les pigments photosynthétiques d'une plante s'appelle le spectre d'action. Donc, le spectre d'action, dans le fond, c'est toutes les longueurs d'onde qui peuvent être utilisées par une plante pour faire la photosynthèse. Si je regarde le spectre d'action, il ressemble à ça. Parce que s'il faut que je revienne en arrière, c'est comme si j'avais pris toutes les longueurs d'onde puis je les ai mis ensemble. Ça me donne mon spectre d'action. Remarquez qu'à cause que la xanthophyle, les caroténoïdes, la chlorophylle B peuvent absorber une certaine quantité de lumière verte, que la chlorophylle A ne peut pas, ça fait que tu peux quand même absorber un petit peu dans le vert. Pas à cause de la chlorophylle, parce que la chlorophylle n'absorbe pas du tout dans le vert. Elle émet tout le vert qu'elle a. Mais à cause des autres pigments photosynthétiques, tu as quand même un peu de vert qui peut être absorbé. Ce qui est bien. L'énergie lumineuse, comme je l'avais déjà décrite, donc ça je l'ai pas mal déjà expliqué, donc je vais aller très rapidement à travers ça. L'énergie lumineuse ou l'énergie qui provient d'un photon peut exciter un électron à son état excité et faire en sorte qu'il va vouloir redescendre à son état fondamental. Quand il redescend, il peut relâcher l'énergie sous forme d'un photon de lumière qui a la même longueur d'onde. Il peut aussi relâcher l'énergie sous forme de chaleur. Ça, au niveau photosynthèse, c'est pas du tout efficace, ça aide pas. La chlorophylle ne veut pas absorber une certaine longueur d'onde d'énergie sous forme de lumière pour ensuite juste la relâcher sous forme de chaleur. Ça aide pas. Mais ça explique pourquoi, l'été, quand il fait soleil, tu veux pas t'habiller comme Steven s'est habillé en ce moment. J'ai pas dit qu'il s'habille mal. J'ai juste dit qu'il porte que du noir. En fait, tes pantalons sont noirs, je les vois pas.
Gris. Gris, OK. Ben de là, de la taille jusqu'ici, c'est pas mal juste du noir. Puis s'il fait soleil, puis il fait chaud, puis il est dehors, porter du noir, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Ben parce que tu vas surchauffer. Parce que les pigments photosynthétiques de son chandail, qui sont noirs, fait que toi, tu les vois noirs parce qu'ils absorbent toutes les longueurs d'onde et en émettent aucune. Mais le chandail à Steven ne fait pas la photosynthèse. Donc, qu'est-ce qui arrive à cette énergie lumineuse qui a été absorbée? Bien, dans le cas des pigments photosynthétiques qui sont sur les vêtements, cette énergie lumineuse qui a été absorbée, donc toutes les longueurs d'onde qui ont été absorbées, vont être converties sous forme de chaleur quand les électrons vont relâcher l'énergie. Donc, c'est pour ça que le chandail noir chauffe en été en présence du soleil, tandis que si tu portais un chandail blanc, ça ne chaufferait pas. Parce que le chandail blanc aurait des molécules qui, elles, ne sont pas capables d'absorber l'énergie lumineuse. Elles réfléchissent toute la lumière. Et ça fait en sorte que leurs électrons ne deviennent pas excités, ce qui fait en sorte qu'ils ne redescendent pas et ne relâchent pas d'énergie. Donc ça règle le problème. Mais ça, naturellement, au niveau de la photosynthèse, c'est pas du tout utile. Tu veux pas que l'énergie soit absorbée pour ensuite relâcher sous forme de chaleur chez les plantes. Tu veux utiliser cette énergie-là si tu es capable de l'absorber. C'est-à-dire que et naturellement, la perte sous forme de lumière, c'est pas efficace non plus pour une plante. Les plantes, ça brille pas, ça fait pas c'est pas fluorescent. Mais ça, c'est aussi parce que le but des pigments photosynthétiques, c'est d'absorber la lumière pour faire quelque chose avec. Les deux types de devenir de l'énergie, donc quand les électrons deviennent excités et veulent redevenir à leur état fondamental, les deux formes de transfert qui peuvent se faire, qui sont utiles pour la photosynthèse, sont le transfert d'énergie par résonance. Ça, si j'avais dessiné ça dans mon schéma où j'avais montré dans le fond que l'atome qui était ici relâchait... Attends, je crois que je l'ai encore. Donc, ici, on voit de la résonance. Donc, l'atome qui a un électron excité ici, qui a absorbé une certaine quantité d'énergie, va relâcher par résonance et transférer cette énergie à un autre électron qui va rendre à son état excité. Donc, ça serait là le transfert. Mais on peut aussi avoir la translocation. Quand suffisamment d'énergie va être accumulée sur un seul électron de plusieurs sources, cet électron-là peut être éjecté et transloqué, donc quitter l'atome et être transféré à une autre molécule pour réduire une autre molécule. Ces deux types de devenir de l'énergie sont ce que la photosynthèse veut avoir et veut faire. C'est les plus importants. Ça, c'était le schéma, mais dans le fond, je l'avais fait déjà. C'est le schéma que je viens de vous montrer. Les chlorophylles et les anthophyles et les carotènes, donc les pigments photosynthétiques, eux, ne vont pas... Ils sont associés ensemble à des complexes protéiques. Donc, des grosses protéines qui sont faites de plus petites protéines. Donc, c'est des structures quaternaires. Et ils sont associés à ces complexes protéiques dans les membranes des thylakoïdes pour former des structures qu'on appelle des photosystèmes. Donc, si je vais vous montrer quelques petits schémas pour essayer d'expliquer ça. J'aimerais vous rappeler qu'un chloroplaste ressemble à ceci. Et que dans les chloroplastes, il y a des empilements de thylakoïdes qu'on appelle des granomes ou des granats. Chaque thylakoïde ici va être dans le fond une petite vésicule entourée d'une membrane. Puis la vésicule, elle peut être comme ça ou elle peut être plus pliée, là, mais dans le fond, c'est un espace qui est fermé et entouré d'une membrane, qu'on appelle la membrane thylakoïdale. La membrane thylakoïdale, c'est une membrane comme les autres membranes. C'est fait de phospholipides et il va aussi y avoir beaucoup d'autres molécules qui sont associées, c'est parce que c'est à cause du modèle de la mosaïque fluide.
il va y avoir des protéines, il va y avoir des lipoprotéines, il va y avoir ici des pigments photosynthétiques. Et dans cette membrane, on peut retrouver ce qu'on appelle des photosystèmes. Un photosystème, c'est dans le fond des protéines transmembranaires qui vont être de transport. Donc, c'est des protéines transmembranaires. Remarquez ici que tu as des protéines transmembranaires qui forment des hélices. Et à ces protéines transmembranaires vont être associés des pigments photosynthétiques, incluant ici la chlorophylle, qui, elle, va être mélangée ou entrelacée, ce serait le mot que j'utiliserais, entre les phospholipides et les protéines transmembranaires. Ça, c'est un schéma très simplifié, parce que ça, c'est une structure ça, c'est juste une structure tertiaire. Mais en réalité, un photosystème, c'est une structure quaternaire avec plein de petites sous-unités. Chaque sous-unité a un rôle spécifique. Certaines des sous-unités vont former un tunnel qui vont permettre à certaines molécules de traverser la membrane. Certaines sous-unités du complexe protéique, donc de la structure quaternaire, vont avoir la capacité d'agir comme des enzymes et de catalyser des réactions d'oxydation et de réduction ou de phosphorylation. Certaines autres vont avoir d'autres propriétés, mais dans le fond, c'est un regroupement de plusieurs protéines qui sont transmembranaires et qui sont associées à des pigments photosynthétiques comme la chlorophylle, que dans le fond, le tout, on appelle ça des photosystèmes. Et à l'intérieur de ta membrane thylacoïdale, tu as des milliards de photosystèmes qui sont éparpillés un peu partout. Rappelez-vous que le modèle de la mosaïque fluide te dit que toutes ces choses-là peuvent aussi se déplacer fluidement. Donc, tu en as partout, puis ils peuvent se déplacer tant qu'ils restent intégrés dans la membrane. Ça, c'est un schéma super simplifié, mais je voulais juste vous montrer à quoi ressemble un photosystème. Si tu vraiment représentes sa structure tridimensionnelle des protéines qui la composent. Chaque couleur représente une sous-unité protéique. Donc ça, c'est le photosystème 2. On va voir qu'il y a deux photosystèmes, le photosystème 1 et le photosystème 2. Remarquez que le photosystème est ancré et intégré dans la membrane. On reconnaît la membrane par les phospholipides, la bicouche lipidique. Ça, c'est la membrane des thylakoïdes. Ça, c'est les différents pigments photosynthétiques qu'on peut retrouver dans un photosystème. Remarquez qu'on ne peut pas vraiment clairement les voir. C'est pour ça qu'ils ont été comme montrés en haut ici, juste pour vous dire que ces couleurs-là sont à quelque part dans ce mess-là. Mais ils sont entrelacés, ils sont intégrés. Ces pigments photosynthétiques sont associés à la membrane, mais aussi associés aux différentes protéines du photosystème. Tu ne peux pas vraiment bien le voir, mais vous voyez, il y a beaucoup de spirales. Ces spirales créent des tunnels. Et ici, au centre, il y a comme un gros tunnel qui permet le passage de protons. Donc, ça agit aussi comme une protéine de transport. Remarquez aussi que cette partie-ci, on y indique une réaction. La réaction, ça va être la réaction de création de l'eau. Donc, cette partie-là va avoir des enzymes. Donc, certaines des sous-unités vont être des enzymes qui vont avoir des caractéristiques de capacité de catalyser des réactions. Ici, ça va être la réduction de l'eau, de l'oxygène. La réduction, l'oxydation, c'est bon. Accepteur final d'électrons. Non, ça va ici, ça va être une oxydation. Ça va être l'oxydation de l'eau pour pouvoir donner de l'oxygène. Donc, il va avoir la capacité de faire ceci. Pour vous montrer encore ce photosystème un petit peu moins schématisé, où on peut vraiment voir à quel point les pigments photosynthétiques sont intégrés, tu as tes tonneaux ici, tu as une partie où le transport peut se faire, parce qu'il y a une ouverture à travers la membrane. Et ici, entre les différents tonneaux qui sont les hélices de tes structures secondaires, on peut voir les pigments photosynthétiques qui y sont associés. Donc ça, c'est à quoi ressemble un photosystème. Oui? Je comprends, comme je sais que tu viens juste de l'expliquer, mais je comprends toujours pas comment. OK. Donc, les photosystèmes sont, comme je l'ai dit, intégrés dans la membrane thylakoïdale ou la membrane des thylakoïdes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux photosystèmes chez les plantes, la majorité des plantes. Il y a certains organismes qui sont photosynthétiques, qui sont unicellulaires, qui ont juste un photosystème, mais les plantes terrestres que l'on peut observer sont des plantes qui vont avoir deux photosystèmes.
il y a ce qu'on appelle le photosystème 2 et le photosystème 1. Je les ai mis dans cet ordre-là parce qu'on va voir quand on va parler de la chaîne de transport d'électrons pour la photosynthèse que l'ordre dans lequel les électrons passent, c'est le photosystème 2 en premier, puis ensuite le photosystème 1. Pourquoi? Bien, parce qu'on a découvert le photosystème 1 avant le photosystème 2. C'est pas mal juste ça. Donc, on les a gardé le nom, mais l'ordre est comme ceci. Le photosystème 2 va avoir, dans le fond, c'est ce qu'on a observé, c'est sa structure quaternaire de protéines entrelacée avec les pigments photosynthétiques. Les pigments photosynthétiques, on appelle ça des... comment on appelle ça encore? Sont des antennes réceptrices. On appelle ça des antennes réceptrices parce qu'ils vont absorber l'énergie lumineuse comme des antennes qui vont recevoir l'énergie lumineuse. Donc, tous les pigments photosynthétiques, on appelle ça des antennes réceptrices parce qu'ils vont recevoir cette énergie lumineuse. Ils vont ensuite transférer cette énergie lumineuse d'un pigment photosynthétique à un autre, selon le processus que je vous ai montré avec mes schémas au tableau. Mais ce qui est particulier du photosystème 2, ou même du photosystème 1, mais on va parler du photosystème 2 en particulier, c'est qu'éventuellement, l'énergie va être transférée à deux chlorophylles qu'on appelle des chlorophylles P680. C'est des chlorophylles A qui ont la meilleure ou l'absorption optimale d'énergie à 680 nanomètres. Lorsqu'ils accumulent assez d'énergie, un électron de chaque chlorophylle P680 du photosystème 2 va se faire éjecter. Il va se faire éjecter pour être donné à ce qu'on appelle un accepteur primaire d'électrons dans ta chaîne de transport d'électrons. Je vais expliquer ça un petit peu plus tard. Donc, le photosystème 1, ça c'est là schématisé, c'est les protéines du photosystème 1 avec les pigments photosynthétiques qui sont les antennes réceptrices qui acceptent et absorbent l'énergie lumineuse et la transfèrent jusqu'à temps que ça arrive à ton centre réactionnel. Et pour le photosystème 2, le centre réactionnel contient deux chlorophylles qu'on appelle les chlorophylles P680 qui, eux, peuvent se faire oxyder si on accumule assez d'énergie pour éjecter un électron chaque. Le photosystème 1, lui, il est pareil ou presque que le photosystème 2. La différence majeure, c'est que lui, dans son centre réactionnel, donc les deux chlorophylles qui absorbent l'énergie de toutes les autres chlorophylles qui ont été absorbées et qui éjectent leur électron, sont des chlorophylles A qui, eux, ont une meilleure absorption à 700 nanomètres. Donc, un petit peu moins énergétique. Et c'est la seule différence entre les deux. C'est-à-dire que si on représente de manière schématisée un photosystème, c'est un complexe protéique avec des structures quaternaires intégré dans la membrane thylakoïdale qui possède plein de pigments photosynthétiques qui, eux, absorbent de l'énergie de la lumière. C'est pour ça qu'on appelle ça des antennes réceptrices. Ils se transfèrent ces énergies-là d'une chlorophylle à une autre jusqu'à temps que l'énergie arrive à tes deux chlorophylles du centre réactionnel, P680 pour la chlorophylle A et P700 pour P680 pour le photosystème 2 et P700 pour le photosystème 1. Et quand ils accumulent assez d'énergie, un électron par chlorophylle du centre réactionnel peut se faire éjecter et donner à un accepteur primaire d'électrons. Je vais parler du processus du transfert d'électrons à travers la chaîne plus tard, mais pour l'instant, je vais terminer ici en disant que c'est terminé. C'est tout. Je vais juste parler du photosystème aujourd'hui, je ne vais pas parler de la prochaine étape, qu'est-ce qui arrive à cet électron. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au photosystème? Oui, Avery. So, basically, le photosystème 1, il est comme meilleur équipé pour des moins d'énergie? Le photosystème 1, lui, va utiliser moins d'énergie pour éjecter un électron. Puis on va voir pourquoi plus tard. C'est important. Oui? On a manqué le slide après celui-là. Yeah. Les électrons qui sont éjectés vont donc passer à travers le transport d'électrons qui peut être cyclique ou non cyclique. Et ça, je vais vous expliquer ça demain.